Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix de l'emploi, Jérôme Laverny. On est les oubliés, la campagne, les paumés, les trop loin de Gauvin Paris. Cers, retour des vraies voix de l'emploi. Nous sommes toujours en compagnie, comme tous les mardis soirs de 19h à 20h, de Jérôme Laverny. Benoît Serre, DRH de L'Oréal France, est resté avec nous et nous ont rejoint Fabrice Dallongeville, président des maires ruraux de l'Oise. Bonsoir. Bienvenue, Bonsoir. merci d'être avec nous. Et Rémi Ripet, président de l'ARH Emploi Local dans le Lot-et-Garonne. Bonsoir. Bonsoir, enchanté d'être avec vous. Eh bien, enchanté aussi. On parle de Jérôme Laverny, on parle de ruralité, de l'emploi, de savoir si effectivement on a tendance à ne pas l'imaginer, mais de tous ces talents qui sont en ruralité, qui trouvent du travail et qui font des petits surtout. Oui, tout à fait. Il faut dire comment, pourquoi, à quel endroit. On a cette image d'un travail de l'agriculture qui effectivement a eu tendance à décroître ces dernières années. Et on se fixe sur le nombre d'exploitations parfois, et c'est stupide à plusieurs égards, pour imaginer que cette activité professionnelle décroît. On se fixe également sur ces services publics qui défraient la chronique parfois parce qu'ils ont disparu dans tel ou tel village, là où en réalité les communes rurales et précisément orchestrées par l'association des maires ruraux sont très dynamiques, regorgent de talents, regorgent d'emplois, regorgent de perspectives, et c'est ce que l'on va voir ce soir. Benoît Serre, justement, une question sur L'Oréal, sur le groupe. Aujourd'hui, j'imagine que comme beaucoup d'entreprises, vous vous êtes rendu compte que certains avaient déménagé pendant le confinement. Est-ce qu'ils sont revenus? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a possibilité de travailler justement, de partir et d'être un néo-ruraux et de continuer à travailler dans un grand groupe comme L'Oréal? Oui, alors, bon, déjà, vous savez que L'Oréal a 11 usines en France, des centres de distribution, donc on n'est pas que à Paris, quoi. Ouais. On est quand même un peu présent dans beaucoup de villes, ou de petites villes, et c'est très bien, parce qu'à la fois on crée des emplois, et puis on fait vivre, et donc on est un acteur important des zones rurales ou pas rurales, je ne sais pas très bien, mais en tout cas, pas uniquement des grandes villes. Ça, c'est un premier point. On n'a pas constaté énormément de mouvements de cette nature. Alors d'abord, parce que on a un accord de télétravail qui prévoit jusqu'à 2 jours. Puis la deuxième chose, pour être honnête, mes collègues DRH constatent la même chose. Quand quelqu'un, finalement, s'installe plus loin, il vous impose un peu ces jours de télétravail, vous avez un vrai risque de voir apparaître une espèce de multirythme individuel dans chaque entreprise. Or, une entreprise, c'est d'abord un fonctionnement collectif. Donc, on a eu quelques cas, mais pas considérablement. Il faut reconnaître qu'on ne les a pas forcément plus favorisés que cela. Fabrice Dallongeville, vous êtes président des maires ruraux de l'Oise. L'Oise, c'est la 3e couronne pour atteindre l'Île-de-France. Et c'est pas non plus très loin aujourd'hui des Hauts-de-France, pardon, ça a changé de nom. Il y a vraiment une césure de l'emploi entre les zones urbaines, comme, je sais pas, Compiègne, Beauvais, etc., et les zones plus rurales de l'Oise. Oui, enfin, il y a une différence, parce que le premier bassin émetteur reste l'Île-de-France. Oui. En fait, il faut couper le département de l'Oise en deux, de Beauvais jusque de l'autre côté, Crépy-en-Valois. Vous le coupez pour le sud, il y a une zone d'influence, d'ailleurs, qu'on retrouve dans l'INSEE, zone d'influence de Paris et du pôle de Roissy. Et sur la partie nord du département, c'est beaucoup plus rural. Et donc là, le rapport à l'emploi n'est pas du tout le même. Vous avez beaucoup plus de pendulaires, mais ça, c'est le phénomène métropolitain à peu près partout en France. À 1h, 1h30, dès qu'il y a un peu de transport, dès que le train est à peu près à l'heure, qu'il y a des infrastructures routières, et que sur place, on a la capacité pour les familles d'accueillir les enfants au périscolaire, parce qu'il faut partir tôt le matin, il faut rentrer tard le soir. Donc l'école, bon, je ne vais pas vous parler de la couverture médicale, peut-être qu'on y reviendra après, mais donc en termes d'emploi, parce qu'il manque 6000 médecins quand même dans les territoires ruraux, donc en termes d'emploi, c'est quand même quelque chose. Mais au-delà de ça, oui, vraiment, on peut noter une différence. Après, vous avez et pour reprendre un peu ce qui a été dit précédemment, nous non plus, on n'a pas constaté un grand exode urbain, faut pas croire. Par contre, il y a un effet de moisson, il y a des gens qui avaient envie de partir et qui ont pris la décision de le faire. Et qui, ce que dit Jean Viard, il parle lui de villes secondaires, non plus de résidences secondaires, mais de villes secondaires, et ça on l'observe, nous, un peu partout en France, dans des territoires pas trop éloignés des métropoles et des lieux de travail, quoi. Et c'est ça qui est intéressant à observer.
En revanche, 2 petits coups de gueule. Par rapport à ce phénomène, quelle qu'en soit son ampleur, pas d'accompagnement des pouvoirs publics et on conserve encore des structures d'emploi qui sont l'apanage des grandes villes. Ça, c'est complètement irresponsable. Parce que les talents, ils sont parfois dans les villages. Et quand bien même un village comporte 300 habitants, il faut aller les chercher. Il faut aller, d'autant que le problème de la mobilité se pose, et c'est mon 2e coup de gueule. On parle d'un développement du télétravail. Oui, maintenant, il est acté, et notamment depuis la crise sanitaire. Certes, aucun accompagnement de la SNCF. Aucun, zéro. On continue à avoir des billets de train qui sont plus chers qu'un aller en voiture tout court, avec de l'essence. Au moment même où l'on parle également de la défense du développement durable, de l'environnement, etc., etc. Aucune stratégie par rapport à cela. Aucun dialogue entre les régions. Aucun dialogue entre les départements sur les recrutements et l'accompagnement sur l'emploi. Ce sont encore une fois des acteurs privés qui prennent le relais et qui vont imposer la réalité. Ouais, Rémi Ripet, vous êtes président de l'ARH, l'emploi local dans le Lot-et-Garonne. Quels seraient les points d'amélioration justement pour cette aide à l'emploi? Quelle stratégie il faudrait mettre en place sur tout ce qui est lié à l'emploi sur place? Alors déjà, le premier constat, c'est que dans le Lot-et-Garonne, on vit heureux par rapport à votre première partie d'émission. Chez nous, on est très heureux. Voilà. C'est bien de le dire. Donc voilà, c'est une introduction importante. On est sur un bassin agricole très fort, un bassin fluvial avec la Garonne, et donc on a une activité agricole très très forte. Et un peu comme mon précédent interlocuteur, nous, on est dans un bassin entre Bordeaux et Toulouse, donc dès qu'il y a un peu de mobilité, effectivement, nos jeunes fuient les territoires et s'en vont sur Bordeaux et Toulouse poursuivre leurs études et on ne les retrouve pas. Donc sur de nombreux métiers techniques où on a besoin de Bac+5 et plus, et des gens expérimentés, ils ont fui notre territoire et ils sont partis sur les extérieurs. Donc pour rejoindre la première partie de l'émission, on a aussi un problème de formation de 2e niveau sur nos territoires ruraux aujourd'hui. Et nous, on compte beaucoup sur le télétravail. Alors j'ai l'impression que la ruralité est apparue grâce au Covid. Donc je l'en remercie. Si on doit le remercier de quelque chose, c'est d'avoir fait apparaître que dans la ruralité, on pouvait travailler et vivre heureux. Puisque tout le monde, par le télétravail ou par d'autres actions, peut venir chez nous maintenant. Oui, mais comment aller chercher tous ces jeunes qui partent pour les faire revenir? Les pénuries d'emplois, on le sait, dans le monde agricole est terrible. Comment on peut les attirer de nouveau? On parle de valeur travail, on parle de bien-être au sein de son emploi. Est-ce que vous avez aujourd'hui une stratégie pour aller dans ce sens? Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'idée c'est de porter le candidat salarié, entre guillemets, tout au long de sa vie au sein d'un contrat qui s'appelle le contrat à fin d'employabilité, qui a été mis en œuvre par ce gouvernement dans la loi à venir de 2018. Où, au travers des âges, ou à travers de la compétence à l'instant de la personne, notre société ou d'autres sociétés qui fonctionnent avec ce contrat peuvent porter la personne au niveau de sa compétence et la faire vivre au sein du territoire, par le partage au sein de plusieurs employeurs, pour des gens très techniques, pour lesquels on n'aurait pas l'emploi définitif immédiat, par exemple. Et donc on va être l'interlocuteur permanent du salarié tout au long de sa vie, sur son besoin de se former, son besoin de reculer un petit peu dans ses horaires de travail. Et donc, il va nous dire, voilà, dans 2 mois, dans 4 mois, dans 6 mois, je vais avoir le 2e enfant, j'aimerais reculer un petit peu en termes d'emploi, de retrouver un petit peu de disponibilité. On va prévenir notre client et on va aller essayer d'aller vers un client qui va lui donner cette disponibilité tout en gardant les compétences acquises. Voilà. Et on suivrait tout le parcours du personnel qui aurait un sous-traitant. En fait, le salarié aurait un sous-traitant que nous serions au travers de ce contrat. Benoît Serre, le sujet de la formation continue, j'imagine que chez L'Oréal, elle est prégnante. Oui, L'Oréal a quelques qualités, et notamment celle d'assurer beaucoup de mobilité professionnelle. C'est vrai que c'est un cas un peu particulier parce que vous pouvez totalement changer de filière, donc évidemment, vous ne pouvez pas le faire sans un dispositif de formation assez puissant. Donc c'est vrai que c'est un point important, comme beaucoup d'entreprises, mais surtout en ce moment, parce que les compétences changent, la manière d'exercer les compétences change.
Et c'est-à-dire, c'est pour ça que c'était très intéressant ce qui a été évoqué. J'ai entendu les coups de gueule Jérôme Laverny, moi j'en ai un autre. C'est-à-dire que vous avez quand même aujourd'hui de 20% de la population française à peu près, ou des territoires français qui ne sont pas connectés réellement à Internet. Bien sûr. C'est vrai. Et ça c'est un frein énorme quand même. Et donc je ne sais pas si le gouvernement aurait dû faire ceci ou cela en termes de transport, parce qu'il y a un truc qui est certain, c'est que c'est insupportable d'imaginer que vous n'avez pas d'accès à Internet, parce qu'à ce moment-là, vous êtes bloqué en télétravail, vous êtes bloqué en formation à distance, vous êtes bloqué dans tout un tas de trucs, et notamment dans les services publics, etc. etc. Aujourd'hui, sincèrement, vous n'avez pas Internet, vous faites comment pour déclarer vos impôts, puisqu'on nous a expliqué que tout était sur Internet. Donc on peut ne pas les déclarer, mais c'est toujours un peu risqué. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est pour ça que moi je crois que la société change, qu'effectivement il y a des équilibres de vie différents qui se créent, que ça doit pouvoir bénéficier aux ruraux. Attention, parce que nous on l'a regardé dans une étude qu'on a lancée ce matin à NDRH, on est inquiet parce que vous avez des zones où finalement les gens ne peuvent plus se loger parce que des néo-ruraux sont arrivés et les prix de l'immobilier ont monté. Alors c'est peut-être pas vrai partout, hein, je parle sous votre contrôle, mais en attendant on sait que ça c'est un danger à regarder, mais pourquoi pas, c'est déjà dans les stations balnéaires. Mais en revanche, c'est important de considérer que, et je trouve que c'est très positif, que finalement, une partie des équipes de vie privée professionnelle ne passe pas par le baby-foot ou la salle de sport, mais par le fait d'avoir un mode de vie plus équilibré, dont le logement, dont la capacité à sortir des grandes villes. Et quand vous avez des enfants en bas âge, vous savez, 2 secondes. Moi, j'ai commuté entre Le Mans et Paris pendant 6 ans, parce que je voulais pas que mes enfants soient élevés dans un tout petit appartement parisien, ils avaient plutôt une maison. Ben, je regrette pas, alors je prenais le TGV tous les matins, tous les soirs, et Jérôme a raison, déjà à l'époque, ça me coûtait une fortune. Oui, c'est vrai. Merci beaucoup, Benoît Serre, d'avoir été avec nous. Le bonheur est dans le pré. Absolument. Voilà, exactement. Du groupe L'Oréal France, merci d'avoir été avec nous. Dans un instant, on revient, on reste ensemble jusqu'à 20h avec justement cette ruralité. Et Jérôme Laverny, et avec tous ces talents qui méritent qu'on parle d'eux. Ces talents, ces emplois, certains départements regorgent d'emplois au point d'avoir un taux de chômage très très bas. Ah voilà, et on en parle. À tout de suite, restez avec nous jusqu'à 20h. Merci de votre fidélité. Les vraies voix de l'emploi jusqu'à un peu avant 20h, et nos invités ce soir, Fabrice Dallongeville, président des maires ruraux de l'Oise, Rémi Ripet, président d'ARH Emploi Local dans le Lot-et-Garonne, et un nouvel arrivant, toujours dans le Lot-et-Garonne, Sylvain Pinault, directeur d'un agropole à Agen, Jérôme. Oui, tout à fait. Rémi Ripet, grand ambassadeur du Lot-et-Garonne, et grand ambassadeur non pas tant seulement pour la vie heureuse, on en parlait dans la première partie de l'émission, mais aussi pour l'activité professionnelle. Question à tous, y a-t-il de l'emploi dans vos différentes zones rurales? N'y a-t-il que de l'emploi agricole? Quels sont les secteurs concernés? Est-ce que vous manquez de candidats? Voilà. Moi, je voulais rebondir ce que Fabrice Dallongeville, vous disiez hors antenne pour nos éditeurs. On parlait des industries, et finalement, quand on regarde sur la globalité en France, il y a un taux qui est pas très élevé. Et quand on regarde en macro, on se rend compte que finalement, en ruralité, les industries sont très 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 présentes. Ouais, alors c'est un chiffre intéressant à garder en tête, c'est-à-dire que l'industrie n'a pas entièrement quitté la ruralité, puisque le poids de l'industrie représente 25% de l'activité économique en ruralité, contre autour de 16% au niveau national. Donc on voit bien qu'il y a une carte à jouer pour la ruralité, parce qu'en fait, derrière, en termes d'emploi, il faut aussi des personnes qui ont baigné dans l'environnement industriel. Tout à fait. J'ai dépensé peiné pour ma région, et puis le Grand Est, les anciens grands bassins industriels qui ont tout perdu. Et il s'est passé vraiment des dizaines d'années maintenant, donc le personnel, entre guillemets, n'est plus là, quoi. Il est parti, où il a des déficits de formation. Ce qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres territoires, je pense dans le centre de la France, où il y a encore un tissu industriel important. PME et PMI, bien sûr. Sylvain Pinault, vous êtes directeur d'une agropole à Agen. Dans les territoires, dans les régions, l'industrie agroalimentaire, c'est quand même encore une force pour la France. Bonsoir, exactement. L'industrie agroalimentaire en Lot-et-Garonne, c'est la première industrie du département, et ce depuis plus d'une trentaine d'années. Pour le matérialiser, a été créé il y a une trentaine d'années justement une agropole, une technopole agroalimentaire, qui a permis justement à l'agriculture finalement de se renflouer dans l'industrie à transformation. Donc je ne peux que confirmer aujourd'hui que le premier employeur du Lot-et-Garonne, un département rural situé entre Bordeaux et Toulouse, est bien industriel et a bien comme composante l'agroalimentaire très forte, avec des grands groupes qui sont installés dans le département. Est-ce que vous, Rémi Ripet, vous êtes président de l'ARH, l'emploi local dans le Lot-et-Garonne, est-ce que vous avez la même vision des choses? Est-ce qu'il y a c'est très industriel ou beaucoup d'industries? Quel secteur d'activité finalement émerge dans le Lot-et-Garonne?
la concomitance de l'agriculture avec l'agroalimentaire est très prégnante sur le Lot-et-Garonne. Aujourd'hui, on est rendu, les chiffres de juillet, à 7% de chômage, de taux de chômage sur le Lot-et-Garonne. Donc, on est considéré quasi en plein emploi. Oui. On a un déficit de personnel qualifié et de personnel qualifié dans l'agri, dans l'agro. Aujourd'hui se développent également sur notre territoire les nouvelles techs sous l'impulsion de la nouvelle économie autour de l'énergie. On a une nouvelle technopole de logistique et de tech sur la nouvelle économie qui est l'énergie renouvelable, qui est sortie de terre, qui recherche plus d'une centaine de postes de techniciens qualifiés, oui. et qui recherche aussi sur toute la France, parce que souvent après, un peu comme le groupe L'Oréal, ils essaient après dans toute la France, et qui sont en recherche. Donc aujourd'hui, venir en Lot-et-Garonne, c'est pas une chance de trouver un emploi, on a la certitude de trouver un emploi. On a la certitude de trouver le bien-être, bon, ça, c'est à côté de l'emploi, c'est le long de notre canal du Midi et de notre Garonne, et du bien manger et du bien vivre. Mais après le bien-être, on a la certitude de pouvoir choisir son emploi et de pouvoir évoluer. Oui. Voilà. Ce que nous, on aimerait peut-être un petit peu plus sur le bassin, c'est retenir un peu plus nos jeunes, parce qu'ils s'en vont beaucoup et on aimerait bien peut-être les tenir un petit peu plus sur le bassin. Quel bon ambassadeur. Quel bon ambassadeur. C'est un appel aux habitants dans le Lot-et-Garonne. On le lance officiellement, Rémi Ripet. Jamais 203, un troisième petit coup de gueule donc. Il y a ce que l'on appelle la politique de la ville, où de forts budgets sont mobilisés. La politique de la ville, comme elle s'appelait jusqu'à une période assez récente et qu'on continue à s'appeler. On ferait bien aussi d'avoir une politique de pas la ville. De la ruralité. De la ruralité, en tout cas d'une manière plus globale, ne serait-ce que d'abord pour s'y intéresser et pour y mobiliser aussi autant d'argent que parfois on en voit affluer dans ce schéma de la politique de la ville. C'est un autre débat beaucoup plus long. Fermons la parenthèse. Fabrice d'Allongeville, qu'est-ce qu'on peut apporter, qu'est-ce qu'on attend du gouvernement justement, vous, sur des zones telles que vous, sur l'aide à l'emploi, sur peut-être de faire revenir des entreprises, peut-être de donner envie à certaines personnes d'aller chez vous dans cette région? Oui, pour rebondir sur Cécile, est-ce que vous avez l'impression que vous avez moins que les villes en termes d'accompagnement et de soutien financier sur l'emploi, notamment? Alors, il faudrait clarifier sans doute qui intervient le plus sur l'emploi. Est-ce que c'est en termes de compétences, si c'est les régions qui ont la main, et à ce moment-là, qu'on donne vraiment la main aux régions et qu'on ne multiplie pas les intervenants, les dispositifs d'État, etc. Donc, sans doute dans la clarification des acteurs. Après, localement, ce qu'on peut constater, nous, de façon générale, c'est des zones de tension, mais qu'on retrouve un peu partout. Là, c'est clair. Et c'est assez normal pour moi que les jeunes quittent leur territoire pour aller faire des études et vivent une autre vie, parce que c'est aussi comme ça qu'on peut l'imaginer. Mais ça serait bien qu'ils reviennent. Oui, bien sûr. Après, on peut pas. C'est toujours difficile de raisonner que par rapport à l'emploi, parce que l'emploi interagit avec beaucoup d'autres choses. Oui. Donc, quand il y a une décision familiale de venir s'installer dans une région, on regarde l'offre scolaire, on regarde la question de la santé. La question de la santé, pour moi aujourd'hui, dans les territoires ruraux, c'est un vrai handicap. Sylvain Pinault, il nous reste 2 minutes. Vous parliez des jeunes qui partent à Toulouse ou à Bordeaux. À Bordeaux, l'immobilier est hors de prix. À Toulouse, c'est quand même cher. Vous n'arrivez pas à les faire revenir parce qu'à Agen ou à Villeneuve-sur-Lot, le reste à vivre est très supérieur à Bordeaux ou Toulouse. Effectivement, le reste à vivre est très supérieur, la qualité de vie est importante, les logements sont encore largement accessibles, et quand on regarde l'agroalimentaire, on a quand même une forte population qui est payée au SMIC aujourd'hui, il ne faut pas se leurrer, c'est le SMIC, on ne peut pas loger aujourd'hui des gens qui gagnent le SMIC dans les métropoles, c'est impossible. Toute la stratégie qu'on adopte aujourd'hui, c'est de faire venir tous ces gens-là qui sont nécessaires pour l'industrie agroalimentaire dans nos villes. On ne pourra pas installer une usine dans une ville demain, c'est pas possible, les usines ne peuvent être installées qu'en campagne. En campagne d'une part parce que déjà l'immobilier est moins cher, d'autre part le foncier est accessible, et puis pour les gens qui travaillent au SMIC, c'est la seule solution. Donc on doit promouvoir absolument les campagnes, on doit faire venir les jeunes, parce que finalement l'emploi dans l'industrie il est fort, il est très fort, il sera de plus en plus fort. Dans l'agroalimentaire il est extrêmement important, et aujourd'hui tout ce qu'on dit, c'est à chaque fois que vous avez une embauche dans une entreprise, vous pouvez rester toute votre carrière dans l'agroalimentaire. Donc petite réaction de Fabrice d'Allongeville. Oui, alors, par rapport à votre question sur ce qu'on peut attendre de l'État, c'est qu'il arrête avec les zones, les ZAN,
la zéro artificialisation des sols, parce qu'on se retrouve avec des enjeux de développement possibles, mais on ne doit pas consommer de terres agricoles. Ouais, c'est ça. Ou alors quand on en consomme, on les consomme de façon très concentrée. On raisonne sur, par exemple, des hectares et des hectares, des dizaines d'hectares d'entrepôts logistiques. Et ça consomme énormément de terres agricoles. Et dans d'autres territoires qu'on a besoin de quelques hectares, et pas forcément trop, on ne peut pas les prendre. Donc ça, c'est un problème. Alors, sur les contrats aidés, les budgets sont 15 fois supérieurs sur les villes, sur les quartiers prioritaires. Comme une conclusion, en tout cas, plutôt que le bonheur de Spinoza, comme le niait Luc Ferry tout à l'heure, le bonheur est dans le Lot-et-Garonne, selon Rémi Ripet. Mais dans l'Oise aussi. Et dans l'Oise aussi, pardon. Ouais, c'est gentil. On a autant de soleil. Ah, voilà. Ça se voit, vous êtes bronzés. Merci d'avoir été avec nous, messieurs, dans un instant. Et Chantal Goya, vous connaissez Chantal Goya? Bah oui, Chantal Goya dans le Loft avec Yvan Cujus. Et on se retrouve demain aux alentours de 17h, oui, avec Philippe David et puis nos éditorialistes. On vous souhaite une belle soirée. Salut. Et tout de suite, conseil de famille avec Stéphane Moller.